Merci beaucoup, docteur. Merci à vous d'être ici aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que j'ai pris la route ce matin pour partager un peu avec vous des connaissances que vous connaissez certainement. On va un petit peu mettre le point sur le sondage urinaire. C'est quoi? À quoi ça sert? Dans quel cas mettre une sonde? Et puis bien sûr, comment la poser et les précautions à prendre, parce que là, c'est très important. D'accord? Donc si vous êtes là, je crois que l'atelier répond quand même à un besoin que vous avez. Est-ce que vous recevez fréquemment des patients en rétention aiguë d'urine, en l'occurrence, le cas typique nécessitant un sondage? Oui, j'imagine que oui. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour ça. Bien. Donc, le sondage urinaire consiste tout simplement à l'introduction aseptique. Vous allez voir dans toute la présentation, l'asepsie va revenir. C'est la pierre angulaire, parce que je vous le dis d'emblée, si on ne respecte pas les règles d'asepsie, ce n'est pas la peine de sonder un patient. D'accord? La souffrance d'une rétention aiguë d'urine, malgré que c'est spectaculaire, n'est rien face à une infection secondaire à un sondage mal fait. D'accord? Donc pas d'asepsie, on annule tout ce qui vient. D'accord? L'introduction aseptique par l'urètre d'une sonde stérile dans la vessie, dans le but bien sûr de drainer les urines. Alors le deuxième mot-clé, c'est ce système clos. La sonde est obligatoirement connectée à un sac collecteur stérile, dans un système qui est clos. Donc le système doit être clos avant même la pose de la sonde. On connecte le sac à urine à la sonde urinaire avant même de poser la sonde, et on parle à tout le monde, les infirmiers, le personnel soignant, la famille, etc., de ne jamais toucher à cette connexion. Parce que moi, je vois toujours malheureusement des sondes urinaires qui se baladent dans la couche. On met une sonde urinaire et on laisse couler les urines tout simplement dans la couche. C'est catastrophique. Les recommandations maintenant, on va voir tout à l'heure pour la technique d'enchaînement des gestes, on va voir tout à l'heure. Mais actuellement, donc, on n'a pas malheureusement au Maroc, on n'a pas de procédure qui est écrite à respecter. Mais à l'étranger, dans tous les services que j'ai vus, que j'ai consultés, c'est toujours connexion du sac collecteur avant la pose même de la sonde. C'est ce que je fais personnellement en tout cas. Et ça permet d'éviter les souillures aussi. Monsieur ? Il y a des systèmes, effectivement, qui se vendent connectés à la base, à l'usine. D'accord. Il s'agit d'un geste salvateur parce que la rétention aiguë d'urine est une situation très embarrassante, très gênante, très angoissante, très douloureuse aussi. Ça peut donner des complications à court terme, à moyen terme et surtout à long terme, quand la rétention passe à la chronicité, perte du capital néphronique. La semaine dernière, en une réunion, j'ai appris de mon maître, le professeur Ben Atiyah, l'urologie P, que jusqu'à 40% pratiquement des hommes qui sont en dialyse, c'est secondaire à une hypertrophie bénigne de la prostate, donc qui ont manifesté une rétention chronique de la vessie, qui n'a jamais été prise de rétention chronique urinaire chronique, qui n'a jamais été prise en charge et qui finissent en dialyse en perdant tout simplement leur rein. Il faut absolument respecter les conditions de sécurité. Je reviens à ce que j'ai dit au départ. Si on n'arrive pas à respecter essentiellement les règles de l'asepsie, ce n'est pas la peine de sonder, il vaut mieux passer la main. Et puis donc bien sûr, tout le déroulement du geste va se faire vers la prévention des complications. Il n'y a pas énormément de complications. La première, la hantise, c'est l'infection. Et la deuxième, bien sûr, surtout chez l'homme, c'est le traumatisme de l'urètre. Vous savez très bien que le traumatisme de l'urètre masculin est une situation presque irréversible. Le traumatisme de l'urètre masculin, donc c'est une situation qu'on va traiter, qui va revenir à chaque fois. C'est des patients qui sont abonnés en général au service d'urologie partout dans le monde et pas uniquement ici. Un petit peu d'histoire, juste pour savoir que cette question, elle est préoccupante depuis un petit peu la nuit des temps. Les troubles urinaires sont mentionnés avant Jésus-Christ dans les textes indiens, chinois, les textes pharaoniques aussi, avec les lithiases sur les momies, etc., des papyrus qui parlent de lithiase de l'appareil urinaire.
Donc la pratique a été intimement liée à l'évolution, on va voir tout de suite, à l'évolution donc de matériaux et des concepts. Et puis donc on trouve un petit peu sur les écrits médicaux historiques que vider la vessie, donc distendue, est une occupation très ancienne. Hein. Le rétrécissement de l'urètre, la lithiase vésicale, la pathologie prostatique, tout ceci sur les anciens écrits était un petit peu était confondu. On ne faisait pas la part des choses. Et donc on mettait tout sous le compte en général de la pierre. Même la prostate était constatée à un certain moment comme une pierre qu'il fallait enlever. Et donc le drainage était un grand souci depuis la nuit des temps. Donc les premiers matériaux utilisés pour le sondage, c'était un tube rigide et creux qui était donc décrit en Inde 1000 ans avant Jésus-Christ, donc qui utilisait des tubes en bois, en argent, en or, etc. Et moi, il y a quelques années, j'ai vu que ça persiste. Hein, il y a un homme de 75 ans, en bonne santé, mais qui faisait des rétentions aiguës d'urine. Il est loin dans la montagne, il a confectionné un tube بالعود ديال الزيتون et il se faisait sonder à chaque fois pour libérer son appareil urinaire. Il a ramené son tuyau de fortune avec lui et c'était très spectaculaire. Et même à l'endoscopie, donc on trouvait un petit peu les débris du bois dans son urètre et dans son urothélium prostatique. Et donc, ce n'est pas aussi ancien que ça. Hein. En Chine, en 206 avant Jésus-Christ, on utilisait les feuilles d'Allium fistulosum. Donc c'est une plante de la famille de l'oignon, tout simplement. Donc vous connaissez un petit peu les tiges d'oignon. C'est des sortes de feuilles qui sont creuses à l'intérieur et donc que le Chinois prenait, qu'il lubrifiait et qu'il laquait pour les utiliser en sondage. Et ça, c'était, je dirais, un concept avant-gardiste à l'époque. Et puis, donc en Europe et en Rome antique, depuis donc avant Jésus-Christ jusqu'à la Renaissance, c'était toujours les cathéters en métal. On voit un petit peu quelques types qui sont là. Hein, il y a des instruments toujours en urologie qui sont inspirés de ces instruments. Ces instruments ont été décrits aussi par Aboul Qasim Zahrawi, Aboul Cassis, dans son livre, dans son manuel de chirurgie très connu. Et donc, c'est des tubes qui sont modifiés. Hein, ce n'est pas les tubes primitifs des Indiens ou des Hindous. Alors, le premier, en fait, a imaginé une sorte de tube qui soit souple et en même temps qu'il y a une sorte de tension axiale, c'était Avicenne. Donc en 1036, 11e siècle, il a imaginé donc, et il a confectionné même des sondes urinaires à base de peaux d'animaux ou de peaux de poissons qu'il tannait avec du plomb pour leur donner donc, cette résistance pour vaincre un obstacle, sténose de l'urètre ou donc tout simplement la compression par les joues prostatique. Et c'est ce concept d'Avicenne qui a évolué par la suite. Donc, la grande découverte de M. Goodyear, donc la vulcanisation du caoutchouc, début du 19e siècle. Et puis par la suite, hein, le père du sondage, Auguste Nélatan, qui est un chirurgien anatomiste français, donc, a mis en œuvre la première sonde en caoutchouc, les sondes de Nélatan, qui existent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est des sondes donc, qui sont tout simplement des tubes béquillé parfois ou pas. Au départ, ce n'était pas béquillé, donc qui drainait tout simplement l'appareil urinaire. Il n'y avait pas de moyen de fixation, donc on le retirait juste après. On les utilise toujours, ces sondes de Nélatan, on les utilise pour donc, un sondage du foie ou pour décaillotage, etc. Et de nos jours, on utilise la sonde de Foley, hein, que vous connaissez tous, qui existe partout. Alors l'intérêt de cette sonde, bien sûr, il s'est inspiré de Monsieur Nélatan, parce que lui aussi, il a confectionné en caoutchouc, et puis ça a évolué en latex, puis en latex induit en silicone. Maintenant, c'est interdit d'utiliser des sondes uniquement en latex. Ça donne des réactions inflammatoires très intenses au niveau de l'urètre. Ça finit par rétrécir l'urètre. Donc, finalement, on utilise actuellement les sondes de Foley les plus utilisées. La sonde de Foley qui est en latex, c'est celle-là, latex enduit en silicone. Donc, vous allez trouver sur les emballages silicone coated. Alors l'intérêt de cette sonde, en plus de drainer par rapport à la sonde de Nélatan, c'est qu'on peut la laisser en place et elle tient en place grâce donc, à ce deuxième chenal qui a été imaginé par M. Foley, hein, qui est un canal qui sert à gonfler un ballonnet au bout, hein, et qui, donc une fois dans la vessie, on le
gonfle et ça permet donc de bloquer la sonde à l'intérieur de la vessie, permettant ainsi un drainage au plus long cours, de sondage à demeure, etc. La sonde de Foley, c'est ce qu'on utilise. Donc un petit peu d'anatomie, parce que c'est très important aussi, hein, l'anatomie. On commence par l'homme, parce que c'est chez l'homme que ça survient le plus, les problèmes de rétention, pour des raisons essentiellement anatomiques justement. Et puis parce que c'est le plus compliqué. Pourquoi? C'est dû donc à la longueur de l'urètre. Donc ça, c'est une coupe parasagittale du pelvis masculin. La vessie, ce réservoir d'urine, donc, il est situé au niveau de l'espace dit pelvis sous-péritonéal, juste en arrière du pubis, de la symphyse pubienne que vous voyez ici. Et donc, il reçoit bien sûr l'urine qui est sécrétée en continu. L'urine est sécrétée en continu au niveau des reins. Elle arrive par les urtères au niveau de la vessie. Cette vessie va se remplir. Elle a des propriétés à se remplir sans douleur, sans gêne. Ça s'appelle une propriété viscoélastique de la vessie, lui permettant de se distendre, de contenir jusqu'à 200 ml sans signal d'alarme. À 200, ça commence à gêner un petit peu. À 250, il y a envie d'uriner. Et au-delà, donc, l'envie devient de plus en plus pressante. Bien sûr, on arrive à différer grâce aux connexions nerveuses avec le cortex, mais à un certain moment, donc, quand il faut y aller, il faut y aller. D'accord? Et donc, cette vidange vésicale se fait par l'urètre. Donc, chez l'homme, l'urètre présente plusieurs portions. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu sur la maquette, on voit sur l'image. Hein, c'est mieux parce que en fait, j'avais imaginé. Justement, d'accord. Donc, plusieurs portions. Donc, nous avons le méa urétral interne, donc, qui est l'orifice de sortie de la vessie. Et la première portion traverse la prostate. Le premier malheur des hommes, c'est ça. Hein, c'est la prostate. C'est cette prostate donc, qui est hormonodépendante, qui va commencer à grossir à partir de la puberté et qui ne va pas finir de grossir sous l'effet des androgènes, des hormones masculines. Bien sûr, vous imaginez un canal qui traverse cet organe plein qui va grossir de plus en plus à un certain moment. Hein, ça dépend des capacités de chacun, ça dépend de l'anatomie de chacun à un certain moment. Donc ça va comprimer ce canal, donnant des difficultés à uriner. D'accord? Finissant, hein, si ce n'est pas pris en charge, finissant par bien sûr une obstruction et le cas le plus souvent rencontré aux urgences, des rétentions aiguës d'urine ou des rétentions vésicales complètes sur hypertrophie bénigne de la prostate. D'accord? La deuxième portion, c'est l'urètre qui traverse le plancher pelvien. C'est ça le plancher pelvien, c'est une couche de 1,5 cm à peu près de muscles et d'aponévrose et qui est très résistante. D'accord? Donc ça, on ne va pas parler de ce problème tout de suite, mais là donc, il y a aussi à ce niveau le sphincter externe de la vessie, tout à fait. Et après, nous avons une partie légèrement enflée en bas. Et là, c'est un deuxième piège au moment du sondage, c'est le bulbe spongieux. Le bulbe spongieux, le bulbe urétral, nous avons une sorte de petite distension physiologique, anatomique de l'urètre et qui décrit en plus un angle presque droit qu'il faudra arriver à négocier doucement avec notre sonde pour éviter les fausses routes. La plupart des fausses routes surviennent au niveau de ce bulbe spongieux où la sonde va continuer sa progression directement et s'enfoncer dans le corps spongieux, hein, le perforant, parce qu'il est très peu résistant. Donc le reste de l'urètre, à peu près 12 autres centimètres, sont faits donc d'urètre spongieux, un canal virtuel, collabé donc au repos, et qui va s'ouvrir au moment de la miction ou que vous allez ouvrir donc au moment de votre sondage. Et puis bien sûr, au bout, nous avons, au bout du gland, naturellement, normalement, il y a des variations, les hypospadias au niveau de la face ventrale de la verge, ou les épispadias au niveau de la face dorsale, c'est encore moins fréquent. Mais le méa urétral externe, il est au niveau du sommet du gland, et c'est de là donc que va commencer notre sondage. Alors, les obstacles en général du sondage, c'est d'abord à l'introduction. Nous avons ce petit enflement qui contient une petite valvule qui s'appelle la valvule de Guérin. Elle est un petit peu résistante, donc il faut négocier tout doucement.
Et puis le deuxième obstacle étant cet angle droit au niveau du bulbe spongieux. Il faut aussi négocier tout doucement le sphincter parce qu'il est fermé. Donc, comme tout sphincter, il faut appuyer doucement et après, donc, il va céder à la pression pour s'ouvrir. Et parfois, donc, même la prostate constitue un grand obstacle à ce sondage. Il faut là aussi donc, savoir négocier. C'est vrai, en général, toutes les hypertrophies bénignes de la prostate sont pratiquement sondables, mais parfois on n'arrive pas à sonder même des hypertrophies bénignes de la prostate à cause donc, de leur anatomie. J'ai même vu tout un chenal qui a été créé dans la prostate, la sonde qui perfore la prostate et qui ressort dans la vessie. C'est vrai, ça fait l'affaire à la fin, mais c'est pas bien. Chez la femme, c'est différent. Hein? La femme a un tout petit urètre, il est court de 5 cm à peu près. Et il s'abouche directement au niveau de la vulve, donc entre les deux petites lèvres, juste en arrière du clitoris. Alors chez la femme, il n'y a pas les obstacles dont on vient de parler. Le seul problème, c'est de trouver le meilleur. D'accord ? Il faut bien connaître l'anatomie de la vulve de la femme pour savoir identifier un méa, sachant que même le méa féminin, il peut être hypospade ou épispade. Très très rarement épispade, mais il peut être hypospade, s'abouchant dans le vagin. Et là, c'est des femmes qui consultent en général pour des fuites et pas pour des rétentions. Mais si on a à sonder une femme pour une raison ou une autre, il faut savoir identifier le méa. J'ai une photo, s'il vous plaît, sur la présentation pour le méa. Et donc, chez la femme aussi, il y a voilà. Donc, la vulve avec les deux grandes lèvres de part et d'autre, hein, qui se réunissent en avant au niveau du pénile ou du mont de Vénus où il y a énormément d'appellations. Et puis donc juste en dedans, il faut écarter les grandes lèvres. Donc bien sûr pour l'asepsie, il faut commencer par déjà aseptiser les grandes lèvres, les écarter et puis donc aseptiser les petites lèvres en dedans qui se réunissent en avant du clitoris formant son capuchon ou son prépuce. Et aller donc suivre ce qu'on appelle la bride masculine derrière le clitoris jusqu'au méa urétral. Donc le méa urétral féminin, comme sur cette maquette, il est rare. Vous allez le voir chez les femmes très âgées, hein, avec plusieurs années après la ménopause, mais chez les femmes jeunes, je ne sais pas, pour un sondage par exemple avant l'accouchement, etc., hein, c'est difficile avec l'imprégnation hormonale en général. Il y a des franges qui couvrent un petit peu le méa, il faut savoir très bien aller l'identifier tout doucement, d'autant plus que ça fait très mal. Hein. N'essayez pas de sonder juste derrière le clitoris. Hein. Le clitoris, il fait très très mal. La bride masculine aussi fait très très mal. Il faut chercher doucement là où il y a le méa pour l'introduire. Chez la femme en général, une fois passe cette étape, il n'y a pas de souci. À 5 cm, vous êtes dans la vessie. Alors cette diapositive, elle est très importante parce qu'elle résume les différents types de sondages, mais en même temps, on a mis les indications. Hein, pour être le plus pratique possible, on a rassemblé ça. Les principales indications et puis, bien sûr, les différents types de sondages. Le sondage vésical à demeure, donc qui consiste à introduire et à laisser en place une sonde dans la vessie. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, depuis, bien sûr, Follet, avec la possibilité de garder la sonde en place, c'est le sondage à demeure. Un patient qui vient aux urgences, il est en rétention urinaire, aiguë ou chronique, on met une sonde et on la laisse sur place le temps donc de faire une enquête étiologique, savoir pourquoi il a fait cette rétention et bien sûr le prendre en charge. Pourquoi? Parce que le fait de retirer la sonde, de la remettre, etc., ça l'expose davantage au risque d'infection. Le sondage vésical évacuateur ou itératif. Alors ce sondage, c'est ce qui a été pratiqué pendant longtemps. Le patient vient aux urgences, on l'évacue, on le renvoie et puis bien sûr quelques jours plus tard il revient, etc. Parce que donc il n'y avait pas énormément le choix de traitement. Ce sondage est aussi possible chez des patients qui présentent des pathologies neurologiques. Maintenant, les concepts ont évolué. On va voir qu'est-ce qu'on préfère pour les patients neurologiques. Le sondage intermittent donc, est indiqué en phase de rééducation de l'incontinence urinaire. Et là, actuellement, on préfère plutôt mettre un cathéter suspubien plutôt qu'un sondage urinaire pour rééduquer l'incontinence urinaire. Il doit être préféré au sondage à demeure chez les patients, les personnes âgées. Il y a des personnes âgées qui ont une altération du mécanisme de contraction vésicale tout simplement. Même quand on enlève
l'obstruction. Chez des patients donc, qui ont eu une longue période d'obstruction par la prostate, on résèque la prostate, mais le patient n'arrive toujours pas à uriner parce que donc, sa vessie elle a perdu sa capacité de se contracter pour chasser les urines. Et c'est des patients qui restent toujours en rétention. À ce moment-là, on peut leur indiquer un sondage intermittent. C'est des patients aussi qui peuvent être inopérables, multitarés, qu'on n'arrive pas à anesthésier, ils sont inopérables. On leur préfère un sondage intermittent pour donc soulager leur vessie. Les personnes paraplégiques, donc les paraplégiques font des vessies neurogènes rétentionnistes. Les diabétiques aussi, ils font des vessies rétentionnistes. On leur préconise aussi des sondages intermittents. Les vessies neurologiques pour autre chose, section médulaire, etc. La sclérose en plaques aussi donne des vessies rétentionnistes. Et donc, la sonde chez ces gens-là reste juste le temps d'évacuer la vessie. Il faut prendre le maximum de précautions pour éviter l'infection chez ces patients. Mais il faut aussi donc savoir que c'est des patients qui sont en général porteurs d'une bactériurie. Si vous faites l'analyse, vous allez trouver qu'ils ont des germes. Surtout ne traitez pas sans que ce soit compliqué parce que vous allez faire que développer la résistance aux antibiotiques. Les sondages évacuateurs isolés. Un patient qui vient aux urgences, c'est une prostate gonflée, une hypertrophie bénigne de la prostate tout simplement. On fait notre diagnostic, on met une sonde, on évacue, et puis on le met sous traitement médical d'hypertrophie bénigne de la prostate, et en général il répond bien, il ne revient plus. C'est un cas qui reste aussi fréquent. L'autosondage. Alors là, actuellement, c'est ce qui est indiqué chez les patients neurologiques, paraplégiques, les patients qui ont un Parkinson, sclérose en plaques, etc. L'autosondage, c'est les patients donc, qui apprennent à s'autosonder, à se sonder eux-mêmes. D'accord, quand ils ont bien sûr la capacité mentale et la capacité, donc l'habilité manuelle à s'auto-sonder. Ce sont des patients qui doivent être un petit peu comme ce que vous faites pour les diabétiques. Vous leur apprenez, vous les éduquez à gérer leur diabète, il faut leur apprendre un petit peu leur anatomie et leur apprendre comment faire le sondage propre intermittent. Donc dans ce cas-là, on ne parle plus de stérilité, mais propre. Lavage au savon, toilette intime au savon bien sûr adapté, et puis bien sûr un autosondage qui peut être fait 3-4 fois par jour, 2 fois, ça dépend de la demande. Si le patient n'est pas apte à faire ça lui-même, et donc là on va procéder à un hétérosondage, apprendre par exemple à un proche de la famille ou un personnel soignant qui va passer chez la personne lui faire ce sondage. Donc par la bonne pratique du sondage, il y a des préparatifs, ce qu'on doit faire avant le sondage. Alors toujours il faut que le médecin prescrive, c'est lui qui prescrit le sondage. En tous les cas, on assiste toujours dans les hôpitaux publics. Le patient il arrive en rétention, l'infirmier de garde il lui met la sonde et il le renvoie. Le sondage vésical ne peut pas du tout être accepté ou fait sans la prescription médicale. Le médecin doit examiner le patient et poser l'indication du sondage. Donc il faut noter bien sûr les informations du patient, c'est très important pour la traçabilité, pour la responsabilité, etc. Il faut demander les allergies, surtout pour le choix et de la sonde, parce que le latex est allergène, vous le savez, ou bien aussi pour les antiseptiques, parce qu'il y a les allergies à l'iode aussi, et donc il faut penser à une autre solution antiseptisante que la bétadine. En tous les cas, je crois qu'on n'a pas beaucoup le choix ici au Maroc, mais bon. Et donc il faut aussi choisir la sonde en fonction de la durée prévisionnelle de sondage. Si c'est un patient chez qui on doit garder la sonde pendant plusieurs semaines, parce qu'il est multitaré, parce qu'il est loin d'un spécialiste, etc., à ce moment-là, il faut préférer des sondes faites en silicone à 100%. Si c'est un sondage court, juste avant son transfert chez un spécialiste, etc., on peut utiliser les sondes de Foley normales, c'est jaune, donc en latex, qui sont doublées en silicone. Bien sûr, il faut désinfecter le plan de travail, être dans un environnement qui s'approche, je dis bien qui s'approche des conditions du bloc opératoire. Pensez obligatoirement à l'hygiène des mains, soit un lavage au savon, soit une friction à une solution hydroalcoolique. Alors ce qui est préférable, c'est de faire une toilette de la zone urogénitale au savon doux, donc une désinfection tout simplement un toilettage tout simplement de la zone urogénitale, que ce soit chez l'homme
ou chez la femme, donc avant de faire cette toilette antiseptique à la bétadine dermique bien sûr, sans alcool. Il faut toujours choisir un antiseptique sans alcool. On ne peut pas mettre de l'alcool sur les organes génitaux externes, ça brûle. C'est très désagréable, extrêmement agréable, douloureux. Et donc, des produits aseptisants sans alcool. De préférence, des produits antiseptiques qui soient colorés. D'accord? Pourquoi? Pour savoir un petit peu délimiter la zone qui est désinfectée. Alors, le respect du système clos, comme je vous ai expliqué au départ, vaut mieux connecter la sonde au sac urinaire avant même d'introduire la sonde à l'intérieur du méa urétral. Utilisez toujours des gants stériles. Si on n'a pas des gants stériles, on ne sonde pas. Le ballonnet, il faut qu'il soit gonflé à l'eau stérile. Pourquoi à l'eau est stérile? Parce que tout simplement, le ballonnet peut éclater à l'intérieur. Et si l'on n'est pas stérile, donc vous allez infecter. Et pourquoi de l'eau et pas de l'air, comme c'est pratiqué toujours? Parce que d'abord, donc l'air il flotte et puis le ballonnet risque de se dégonfler parce que l'eau, vous savez, donc il est compressible, hein. Ou bien le patient, à cause d'une fausse manipulation, il peut tirer sur la sonde, l'air se comprime et il peut donc faire un traumatisme de l'urètre. Donc veillez toujours, s'il vous plaît, à gonfler le ballonnet avec de l'eau stérile ou du sérum physiologique si vous n'avez pas d'eau stérile. Paradoxalement, c'est plus difficile à trouver que de l'eau stérile. Pardon? Et c'est pas stérile l'eau distillée. Sérum salé. Du sérum salé. Du sérum salé. Si vous avez, ce qui est simple, c'est d'avoir les monodoses d'eau stérile ou de sérum physiologique. Le sérum physiologique, pour exactement, les petites ampoules en plastique, fait 10 ml pour justement le soin des narines, des nourrissons, etc. C'est du sérum physiologique stérile. Vous pouvez utiliser une ampoule à la fois au lieu donc de gâcher à chaque fois toute une bouteille ou un sachet. Alors, un autre élément très important, c'est la fixation de la sonde au patient. En général, donc, certaines marques de sondes urinaires fournissent une sorte de scratch avec la sonde pour justement éviter qu'on tire dessus. Et donc, à ce moment-là, quand vous sondez, vous mettez bon, à votre choix, ça dépend de la posture. Un patient qui ne se lève pas, vous allez mettre en bas, sinon, donc c'est sur l'épine iliaque, etc. Donc, c'est une bande adhésive avec un scratch et vous bloquez comme ça votre sonde. Comme ça, même si le patient fait une fausse manipulation sur la sonde, il ne va pas la tirer, ou surtout sur le sac à urine, il ne va pas la tirer, il reste bien collé. Ça évite aussi le traumatisme de l'urètre. Il faut toujours mettre le sac en position de déclive sans qu'il soit en contact avec le sol. Dans tous les services pratiquement hospitaliers, vous allez trouver des sacs à urine qui traînent par terre et donc qui font que ramasser un petit peu tout ce qu'il y a par terre comme infection. Il faut toujours penser à les suspendre au lit quand le patient est hospitalisé. Sinon, il faut que le patient les suspende toujours. Il y a là aussi donc des formes commerciales de sacs. On appelle ça les sacs de jambes pour les patients qui gardent une sonde pour une raison ou une autre. Il y a ce qu'on appelle les sacs de jambes, des sacs avec un conduit qui est court et qui ont des sortes de ceintures qui sont collées autour de la jambe. C'est très discret, ça prend 500 à 600 ml, pardon? De la jambe. De la jambe. Et donc, on les glisse dans le pantalon, c'est discret, c'est toujours suspendu. Et puis, bien sûr, ça facilite... si vous voulez, le principe est le même, mais il y a un conduit quand même, hein, sauf que c'est un conduit de 40 à 50 cm, pas plus, d'accord? Et donc, qui arrive jusqu'à un petit peu au-dessus de la cheville, et ils sont fixés à la jambe par de scratch là aussi, hein, et le patient a une autonomie, ça ne se voit pas derrière le pantalon en tout cas. La fixation de la sonde. La fixation de la sonde, il faut la fixer parce qu'on assiste de temps en temps à des drames à cause donc de la traction sur la sonde à ballonnet gonflé. D'accord. Si vous n'avez pas la bande spécifique, j'en ai pas, je vais voir s'il y en a dans ce kit tout fait. Donc s'il n'y a pas l'artifice spécifique, c'est une sonde de bande qui se colle sur la peau. D'accord. Et il y a un scratch qui se fixe dessus. On glisse la sonde comme ça. D'accord. On glisse la sonde et après on ferme le scratch à ce niveau.
quand c'est bloqué, même quand on tire sur le sac, ça ne tire pas sur la sonde. On peut la faire avec du sparadrap. On peut la faire avec, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Quand on n'a pas, on fixe avec du sparadrap. Surtout quand le patient, par exemple, est agité ou le patient il n'est pas très autonome, etc. Il faut la fixer, parfois même doubler la fixation pour justement éviter qu'on tire sur la sonde. Donc je reviens au système clos, il faut toujours veiller à ce que le système ne soit jamais ouvert. Au niveau de la connexion entre le sac et la sonde, effectivement, donc tout à l'heure, on a parlé des systèmes qui sont faits clos au départ, avec un sac qui est raccordé à l'origine à la sonde. Il faut toujours réévaluer la pertinence du sondage. Chez certains patients paraplégiques, par exemple, des patients neurologiques, ils ne sentent pas leur vessie pleine. Et la sonde peut se boucher avec donc les débris, etc., du pu, je ne sais pas quoi. Ça peut se boucher, les patients ne s'en rendent pas compte, le sac ne se remplit pas et personne n'est gêné. Et donc, le sondage ne sert plus à rien, sauf à être une porte d'entrée d'infection. Et donc, bien sûr, ces patients ils doivent être surveillés au moins par un personnel soignant qualifié qui passe les voir et qui voit est-ce que le sondage est toujours pertinent, est-ce qu'il marche toujours ou pas. Il faut encourager vos patients à faire une toilette quotidienne, voire plus quotidienne. Nas, ils ont des sondes qui gèrent avec une sonde dégueulasse. Il faut dire aux gens qu'il faut laver cette sonde. Le laver au savon, fléchia, voire même plus, il ne faut pas avoir peur. La laver, il n'y aura pas de problème. Ça ne fera qu'améliorer un petit peu leur confort et leur éviter une infection ascendante, bien sûr, autour de la sonde. Donc, il faut toujours surveiller les différents aspects. Donc, quand le patient il est hospitalisé, c'est facile, mais chez lui, il faut qu'il y ait au moins quelqu'un de sa famille qui sache détecter les premiers signes d'infection, la fièvre, les frissons, etc. Ou un changement de la couleur, de la consistance, de l'aspect des urines qui devient trouble, louche, etc. Est-ce qu'il y a eu une déconnexion, il doit avertir, etc. Et puis, il faut faire une vidange régulière du sac, ne le laisser pas déborder, après désinfection du robinet. Alors là, les robinets sont différents. Il y a des robinets qui sont sécurisés, qui se replissent et qu'on couvre. Mais en général, au Maroc, vous allez trouver toujours les sacs avec les robinets apparents. Il faut désinfecter avant et après la vidange. Alors, les techniques de la pose. Pour la pose, il faut avoir en tête les priorités. Ça, c'est les images d'ateliers de sondage urinaire qu'on fait. Ça, c'est les mannequins qu'on a à la faculté. C'est des mannequins qui pèsent trop lourd, donc on ne peut pas les ramener ici. J'ai ramené les autres. Il faut donc avoir dans la tête les impératifs dont on vient de parler, et puis donc respecter l'enchaînement des choses. Il faut absolument que vous soyez aidé par quelqu'un. On ne peut pas faire un sondage tout seul. D'accord? Pourquoi? Pour ne pas faire de faute d'asepsie. Pour ne pas faire de faute d'asepsie, c'est très facile. Même quand vous êtes aidé, c'est très facile de faire des fautes d'asepsie. Donc, veillez à être toujours aidé par quelqu'un. Préparez toujours le matériel à l'avance, avant donc de passer à l'acte. Même si le patient vous fait pression, serbini, etc., on sait tout ça, mais donc veillez à avoir tous les ingrédients avant de faire votre marmite. D'accord? Gants stériles, compresses, produits désinfectants, les sondes. Alors les sondes, c'est toujours un double emballage. Les sondes urinaires, c'est toujours... Bon, tout le consommable stérile, c'est un double emballage. Un emballage extérieur, bien sûr, pour l'aide qui vous aide. Un emballage intérieur par lequel vous allez tenir votre sonde, bien sûr, de façon aseptique. Je vais poser ça parce que je vais hausser ma voix, c'est tout. D'accord? Vous tirez plus loin, etc. Donc, vous mettez tout d'abord les gants. Alors là, les gants stériles, là aussi, il y a toujours un code à les mettre. D'accord? Donc en général, dans ce type d'atelier, je leur distribue des gants. Et ceux qui font une erreur au moment de la mise des gants, ils passent en dernier pour sonder. Ils passent qu'une seule fois. D'accord? Bien. Donc tous les gants stériles, il y a un code. C'est toujours des... je ne sais pas si vous voulez essayer en même temps, si quelqu'un n'a pas l'habitude de faire. Hein? Vous pouvez essayer en même temps avec moi.
comme ça, c'est fait. On peut faire un chat, c'est ça là? On peut faire ça. انا ما عرفتش شحال هذا جبت اللي كانوا عندي وصافي. Essayez toujours d'avoir les manches, demi-manches ou au moins retroussées pour ne pas avoir de problème. En général, c'est l'aide qui doit, parce que vous êtes supposé avoir fait votre hygiène de main avant, donc vous vous êtes lavé les mains ou vous êtes fait un lavage, une friction à une solution hydroalcoolique, d'accord, aminosgel, etc. D'accord. Vous prenez, vous êtes servi par votre aide et là, vous prenez vos gants, vous les posez sur votre main non dominante. Sur votre main non dominante. Si vous êtes droitier, vous la mettez sur la main gauche. Et là, vous allez tout de suite doubler, du pli. Donc toujours, le goal, c'est que ce qui est à l'extérieur du pli est souillé, tout ce qui est à l'intérieur est stérile. D'accord? Donc ça, à l'extérieur du pli est souillé, parce que j'ai touché. Tout ce qui est à l'intérieur, donc ça, c'est stérile. D'accord? Faites pareil de l'autre côté. Vous avez fait une faute, monsieur. Bah, j'ai le barak. Vous passez en dernier. Non, jamais à l'intérieur. Vous prenez toujours par les plis, par les petits plis comme ça. Voilà. C'est stérile. D'accord? Et là, débordez pas, débordez pas. Passez, voilà. Laissez toujours une distance de sécurité. Oui, oui, voilà. Comme ça. Hein. Regarde. C'est comme ça. Et hop. دور عندك. دور. De l'autre côté. هكذا طابق نطور بحال هكذا غادي يجيك ساهل داكور لا بيدك كيما بغيت داكور et donc vous avez les deux gants qui vous regardent comme ça d'accord qui sont comme ça alors là vous prenez pour le gant c'est la même chose cette partie à l'extérieur du pli on va faire comme si c'est pas tombé cette partie qui est à l'extérieur du pli elle n'est pas stérile et ce qui est en dessous c'est stérile et là vous allez voir. Donc, je prends avec ma main dominante le gant de la main dominante et je le mets sur l'autre. D'accord? Voilà. D'accord? Et là, je me débarrasse de ça. Bien sûr, si vous êtes en pénurie de champ, vous pouvez utiliser cette partie qui reste stérile pour déposer des choses. Pour ceux qui exercent dans les hôpitaux et que les conditions sont très défavorables, donc vous pouvez utiliser ça comme gant. Vous allez mettre les compresses dessus, etc. D'accord? Donc vous avez mis un gant contre l'autre, comme ça. Rappelez-vous, donc tout ce qui est ici, c'est pas stérile. Et vous enfilez vos doigts tout doucement. Tout doucement. واحد بواحد. Là. Vous n'êtes pas en... Voilà. Très très bien. Et vous enfilez. Vous êtes gaucher. Et vous enfilez doucement. Les femmes auront beaucoup moins de. Bellati. Donc, vous avez enfilé tous comme ça. Le oulania. Vous ne touchez plus. Tout ce qui est là n'est pas stérile. Et donc, je glisse tout simplement mes doigts en dessous. 2 doigts, comme ça. Je les glisse en dessous. ودائما نخلي une marge de sécurité بقى بعيد تلاقيش كاع صباعك دخل بشويه بركه صافي تلاقي حيد يدك فوالا وخلي لو غون يهبط بوحدو علاش باسكو لقيتي كتعافر ما on risque une contamination et j'enfile tranquillement l'autre main bien. Et là, je peux manipuler parce que je suis en train de sécurité, je suis à l'intérieur. Le gant là et je peux l'enfiler. D'accord? Bon, je suis toujours stérile. Hein? Bien. Donc, l'aide m'a ouvert la sonde comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais donc il y a la sonde de difficulté. Stérile. D'accord? Mais avant ça, donc on est supposé donc avoir, bien sûr, fait la toilette et tout. D'accord? Fait la toilette et tout.
Bien. Alors, ces mannequins, c'est pour ça que j'ai ramené des sondes d'autosondage. Donc, entre parenthèses, pour les patients, je ne sais pas si vous avez des patients neurologiques, paraplégiques, etc., il faut leur conseiller, il faut leur apprendre l'autosondage. D'accord? Il faut pour ça utiliser des sondes spéciales d'autosondage. C'est des sondes qui sont fines et surtout qui sont lubrifiées. Alors, ces sondes-là sont d'une très bonne marque. Pour l'autosondage. Pour l'autosondage. Donc, c'est des sondes qui sont lubrifiées. Pardon? Ça dépend en général de la corpulence de chacun. Etc. Ou là, quand vous voyez un petit peu aussi son pénis, parce que c'est proportionnel. Le canal. En général, chez l'homme, c'est 16 ou 18 charrières. On n'a pas parlé des diamètres, effectivement, des sondes. On a parlé des matériaux, on n'a pas parlé des sondes. Les sondes pédiatriques, en général, vous allez trouver du 6 charrières, du 8 charrières chez les nourrissons. Charrière, tout simplement, c'est un tiers de millimètre. D'accord? Donc, ça indique le diamètre externe de la sonde. 3 charrières est égal à 1 millimètre. Donc, une charrière égale un tiers de millimètre. Donc, quand vous avez, par exemple, 12 charrières, ça veut dire 4 millimètres le diamètre externe de la sonde. Donc, c'est en fonction de la corpulence. Quand on parle d'adultes, c'est 16 ou 18 chez l'homme. 18 chez la femme, en général, ça passe sans problème. Quand vous avez quelqu'un petit de taille, qui a un petit pénis, etc., vous pouvez utiliser du 14, il n'y a pas de problème. D'accord? Chez le grand enfant, c'est le 12 charrières. Alors ça, c'est des sondes. Il y a aussi un code couleur. Donc les 18, c'est des sondes qui ont un bouclier rouge. Les 14, c'est vert. Les oranges, c'est des 16 charrières. Les jaunes, c'est des 12, etc. D'accord? Donc vous retenez. Pour les adultes, vous retenez surtout la verte pour les plus petits calibres, l'orange, la 16, et la rouge, la rouge 18. Il y a d'autres sondes. Je n'ai pas ramené les sondes. 18, c'est pour la femme. Vous pouvez l'utiliser pour la femme, même l'homme. Même l'homme, quand vous avez un conduit qui est bien. Pour le passage rapide, en cas d'hypertrophie de la prostate, on peut utiliser les sondes de 14. Oui, bien sûr, vous pouvez l'utiliser. Le problème pour ces sondes, particulièrement en latex siliconé, c'est qu'ils ont une faible résistance. Les sondes siliconées, vous avez des sondes qui sont 100% siliconées, qui sont plus résistantes quand vous les poussez. D'accord? Vous utilisez des 14, vous avez de très bons résultats BIRO. Mais pour la prostate, c'est surtout la résistance de la sonde et pas son calibre. Le calibre, il est important en cas de sténose de l'urètre. Parce que quand j'ai un patient, imaginez, vous avez un patient de 45 ans, 50 ans. Ce n'est pas l'âge vraiment de la prostate. Et c'est un patient qui a peut-être une histoire, je ne sais pas, d'IST ou de manipulation auparavant, etc. Vous ne savez pas, est-ce que c'est une sténose de l'urètre, un rétrécissement de l'urètre, ou une hypertrophie bénigne de la prostate. Vous essayez doucement. Quand vous bloquez dans l'urètre, il faut arrêter. Essayez de passer une sonde de plus petit calibre. Si ça ne marche pas, vous passez la main. Parce que sinon, vous allez doubler encore, parce que vous allez insister. La sonde ne prend pratiquement jamais le bon trajet. Elle va s'enfoncer dans le tissu spongieux qui est sain, parce qu'il est le moins résistant. Avec les scléreux, le tissu de la sténose, il est scléreux. Il est ferme, il est rigide, et donc elle va choisir, là où il y a le moins de pression, c'est le gentil tissu spongieux. D'accord? À ce moment-là, il faut arrêter. Quand ça bloque au niveau de la prostate, vous pouvez insister un petit peu. Donc quand vous sentez que vous êtes arrivé, qu'est-ce qu'il vous reste de 14-15 cm de sonde, vous vous dites que je suis sur la prostate, vous pouvez insister encore un petit peu, vous arriverez à la vaincre très probablement. La plupart du temps, vous arrivez à la vaincre. Sauf pour certaines prostates qui sont vraiment là aussi scléreuses un petit peu. Sinon, en général, vous arrivez à vaincre une hypertrophie bénigne de la prostate. Ça reste souple. Vous écartez doucement les joues prostatiques et vous traversez vers la Pour la longueur, est-ce que les sondes sont de la même longueur? Voilà. Pratiquement toute la même longueur, oui. Combien? Par exemple, je prends cette sonde, j'introduis. Je crois que c'est 28 ou 30 cm celle-là. J'introduis, et puis j'arrive jusqu'ici et je ne suis pas encore sur la vis. C'est rare. C'est très très rare. Ça veut dire que j'ai fait une fausse route. Oui. La fausse route, vous allez la sentir. Quand ça grince, que vous insistez, vous allez faire une fausse route. Mais fiche. D'accord? Risa coince, ça veut dire. Risa coince, il faut retirer un petit doucement. La douceur, la délicatesse est vraiment le maître de tout le scénario. D'accord? Pour éviter les fausses routes. Pardon? Le lubrifiant, il faut utiliser un lubrifiant stérile.
Alors récemment, il y a un lubrifiant stérile qui s'appelle 4 gel. Il fait un lubrifiant et en même temps un anesthésiant. 4 gel. D'accord. 4 gel. C-A-T ou J, mais chez G. J-E-L. 4 gel. D'accord. Le problème c'est que l'unité qui je crois une centaine ou la boîte. Qui en grosse boîte. Parfois on introduit la sonde, on trouve l'obstacle et puis lorsqu'on ramène la sonde, on ramène du sang avec C'est normal. C'est une agression. traumatisme. La conduite à tenir, on arrête. Le sang et les urines. On arrête le sang. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme. 5-10 minutes. 5-10 minutes. 4 G. On va déjeuner après. Déjeuner. 4 Donc c'est mieux. لا كاتي شي قرايه اخرى ماشي مشكل. لا لا c'est bon. Pardon 4 G. 4 gel. 4 gel. C-A-T-J-E-2-L, je crois. 4 gel. D'accord. Plus souvent, vous faites sans 4 gel ou avec 4 gel? C'est-à-dire avec anesthésie locale ou sans? Enfin, locale, avec anesthésie. On dit l'endoscopie avec le 4 gel parce qu'il reste cher chez 24 dirhams. Le sondage est fait Le sans sondage l'hypnose. Ah là, vous êtes déjà hyper à la face. لا لا l'hypnose de fortune صافي بلا القرايه ديال قبيله غير حنا ليفي. غير حنا سالي En اكزاكتومون général, فوقاش quand tu بدا vas فوقاش très mal, فين كتكون شحال واش اول مره كدير اون جينيرال لو طون دو بوزي 2 3 كيسيون pauvre vous êtes passé stérile. وكيبدا كيرتاح وكيبدا كيرتاح داكور J'ai vu des patients souffrir. il doit pas souffrir quand le patient souffre du sondage c'est qu'il y a un problème Le sondage est indolore. le sondage est gênant il est gênant. et on va dire pas du tout appréciable. Évidemment. D'accord. On tétine déjà dans une région qui est particulièrement sensible. D'accord. Mais douloureux, non. Quand il est douloureux, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Bon, les patients hystériques pouvaient les reconnaître, mais d'accord. Bien, on va avancer. Alors chez l'homme, c'est très important. Donc chez la femme, c'est facile. Bon, facile, pas facile, mais le repérage du méa. Quand vous avez fait le repérage du méa, vous avez 3 à 5 cm à parcourir, vous êtes dans la vessie, les urines commencent à venir, il n'y a pas de problème. Chez l'homme, par contre, c'est là où il faut donc vaincre les obstacles dont on vient de te parler tout à l'heure. Alors, quand vous n'avez pas de lubrifiant et que, effectivement, ça grince, vous pouvez... Vous avez dit 3-5 cm pour être dans la vessie, ce qui veut dire qu'on introduit justement. Juste ça. Vous introduisez ça chez la femme, vous êtes dans la vessie. Vous êtes dans la vessie. Vous êtes dans la vessie. Regardez. Bon, il est démultiplié à peu près à 60%. Un petit peu plus de 50% d'une taille réelle. Ah, donc on a grossi Vous êtes- l'orifice. On l'a bien montré. Voilà. On l'a bien montré, d'accord. L'orifice c'est toujours entre le clitoris, donc couvert par son capuchon. La bride masculine, c'est cette sorte de pli hénaïa. Et puis vous avez le méa entre le clitoris et l'ouverture vaginale. C'est là où ça existe. N'essayez pas d'insister là parce que c'est très douloureux, c'est très désagréable. La femme a touché halata. Et donc, doucement, vous introduisez. Est-ce que je vous ai dit? Il y a une orientation particulière à donner à la sonde? Non, pas du tout. L'horizontale? Elle va suivre. Ah, vous voyez, c'est des centres qui sont très, très, très souples. Ah, elles vont trouver leur chemin. Merci. C'est ça. 3-4 D'accord. centimètres. Donc chez les femmes, dès que vous avez les urines qui viennent, vous poussez encore 4-5 cm. Bon. Parce qu'il ne faut jamais, parce que là c'est votre responsabilité immédiate qui est engagée. Gonfler un ballonnet dans l'urètre. Vous avez tout bousillé. D'accord. Donc quand les urines commencent à venir, chez l'homme vous introduisez toujours. Qui m'a pas qu'on ragel. Qui m'a pas qu'on ragel, que ça soit La totalité de la sonde. D'accord. Faut pas négocier parce que ça c'est chalé. D'accord, vous gonflez votre ballonnet, vous gonflez à 3-5 cc et vous retirez doucement jusqu'à ce que ça bloque. Là, vous êtes sûr que vous êtes dans la vessie. Et la pression, vous ne devez pas avoir de résistance en gonflant. Si vous avez une résistance en gonflant, c'est que vous gonflez au mauvais endroit. D'accord. Et c'est très grave. Ça va déchiqueter l'urètre. D'accord. Chez l'homme, il ne faut pas hésiter à bien empaumer